Welkom bij een nieuwe Under Review, uw vaste wekelijkse afspraak op maandag na een voetbalweekend in onze Jupiler Pro League. We verwelkomen Wesley de Kremer bij ons, de scheidsrechter in de wedstrijd tussen Charleroi en Antwerpen van afgelopen zaterdag. Dag Wesley, een matige wedstrijd was het voor de rust, maar wel veel gebeurd in de tweede helft. Laten we eens beginnen met de eerste fase die een beetje voor discussie zorgde, de penaltyfase. Voor Charleroi met het handspel van Arthur Vermeeren. Dat ging redelijk snel. Wij hadden het als commentator ook niet meteen gezien, maar Laurens Visser, die de VAR was, hij wel. Jawel, klopt. Ja, dus een corner. De situatie verloopt zich heel snel. Ik zie contact op de rechterarm, dus die dat dicht tegen het lichaam bevindt. Laurens doet natuurlijk direct zijn werk en volgens mij doet hij een hele goede on-field review. Laat me dan de beelden zien, zie ik dat het contact met de linkerhand is, de arm die weg is van het lichaam, waarbij dat zijn lichaam breder maakt, dus strafschop. Ja. Geen gele kaart door de wijziging in de spelregels, dus gewoon een strafschop. Ja, correct. Beoordeeld, weinig discussie over. De tweede penalty dan voor Charleroi, die komt er na een duel tussen Isaac Mbenza en Michel-Ange Balikwisha. Jij twijfelde heel even en wees dan toch resoluut. Wij vonden het op basis van de beelden niet helemaal duidelijk. Wij konden het niet goed zien. Het is niet dat ik twijfelde, sowieso niet. Voor mij was het meteen strafschop. Maar op zo'n fase is er ook meteen een assistent die in zijn teamwork ook natuurlijk naar mij toe communiceert. Dus 1-2 seconden gaan snel voorbij. Ik krijg de input die ik verwachtte en dan wijs ik naar de stip. Nu voor mij heel duidelijk, de aanvaller wordt gewoon uit evenwicht gebracht. Er wordt geen bal gespeeld door de verdediger, dus een strafschop. Dus er was een duidelijk contact tussen Balikwisha en Mbenza. Oké, dan is er daar ook weinig of geen discussie over. Wesley, 2 trainers die met rood worden weggestuurd in de loop van die tweede helft. Het was een beetje verhitte gemoederen daar langs de bank. Maar het gebeurt zelden, hè? Wij vroegen ons af, was dat eigenlijk allemaal nodig? Ja, voor mij is het ook de eerste keer om zo'n sancties te moeten toepassen. Nu zelf op het veld merk je heel weinig van wat er op de banken gebeurt. Ik had wel al aangevoeld dat er redelijk wat spanningen waren, ook tussen de 2 banken. En de vierde man doet het met 2 keer om de trainers uit te sluiten. Ja, waarom moesten ze er specifiek uit? Wel, in het geval van Felice Manzou bijvoorbeeld? Ja, in beide gevallen komen ze uit hun technische zone op een heel ostentatieve manier naar mijn vierde man. Iets te agressief. Om mijn woord en gebaar duidelijk te maken dat ze het oneens zijn met de beslissing. Nu, het gaat hem ook over de herhaaldelijkheid. Het was niet de eerste keer. De assistent heeft nog geprobeerd met enkele waarschuwingen, maar het mocht niet baten. Dus hebben we sancties moeten maar meteen rood dan, terwijl wij soms misschien zien dat de scheidsrechter eerst eens komt een verwittiging geven, even een praatje maken, maar dat was dan al gebeurd? Wel, het is zo dat de vierde man in deze situatie al het nodige werk had gedaan. En er zijn spelregels en op een gegeven moment kunnen we gewoon niet buiten die spelregels. En als we op deze manier de vierde man benaderen, dat kunnen we gewoon niet accepteren. Dan moeten we gewoon het juiste signaal sturen. Ja, wij vonden jouw vierde man misschien een beetje te prominent aanwezig. Kan dat? Zoals ik zei, ik sta op het veld, ik kan moeilijk daar een oordeel over vellen. Ik heb er ook geen beelden van gezien. Hij doet gewoon zijn werk. Hij probeert natuurlijk de situatie zo goed als mogelijk te managen. Maar ik zeg nog eens, er was een hele hoge druk bij beide banken. En dan is het niet altijd gemakkelijk als je daartussen staat en moet je gaan managen. Dankjewel Wesley voor deze heldere uitleg. We hebben nog een tweede scheidsrechter op bezoek bij ons en dat is de man die gisteren Standaard Anderlecht in goede banen heeft geleid. Jonathan Lardot, welkom. En zo mogen we het wel zeggen, goede wedstrijd geleid. Er waren daar ook enkele momenten die voor discussie of een VAR-interventie of tot een VAR-interventie hebben geleid. Jonathan, si tu préfères t'exprimer en français, y a pas de souci, c'est comme tu veux. De eerste phase, la première phase, c'est le but annulé de Anders Dreyer, après intervention du VAR, à cause d'une faute de main éventuelle de Theo Leoni. Est-ce que c'est pour vous vraiment une faute de main volontaire là? Mais tout d'abord, lorsque l'action s'est déclenchée, j'ai directement informé le VAR qu'il y avait une possible faute de main. Donc l'action s'est déroulée avec le but qui en a découlé. Et puis le VAR a vérifié la phase. Comme moi je n'étais pas sûr de ma position, s'il y avait une faute de main ou non, j'ai laissé l'action se terminer. Le VAR a regardé et m'a demandé de venir voir les images. Et lorsqu'on voit les images, on voit clairement que le bras est écarté du corps et dans une position non naturelle. Après, le deuxième élément est le fait qu'il y ait un contact sur la cuisse. C'était ça la discussion principale lors de la décision.
parce que dans le nouveau règlement, on parle toujours d'une déflexion qui annule une faute de main. Une déviation du corps, de son propre corps vers sa propre main, ou une déviation d'un coéquipier vers sa main. Alors il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Une déflexion doit amener à un changement radical de direction du ballon. Et dans ce cas-ci, le ballon, via des pieds d'Alsace, monte, touche effectivement légèrement la cuisse, mais n'influence pas la direction du ballon, et le ballon atterrit sur le bras qui est décollé du corps. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'application de la déflexion, c'est simplement une faute de main qui doit être sanctionnée parce que le bras est écarté du corps. Jonathan, est-ce que c'est clair que le joueur qui ne marque pas peut se servir éventuellement de son bras ou de main si c'est involontaire? Donc vous jugez maintenant que la manière dont Theo Léonis se sert de son bras, le contrôle comme ça, il gagne la possession ainsi, que c'était volontaire. Parce que ça, c'était un peu la discussion avec nos commentateurs. Je peux comprendre le point, mais un des critères principaux pour l'arbitre est de voir la position du bras. Si le bras est dans une position naturelle ou non. Et ici, sur l'image, on voit clairement que le bras n'est pas le long du corps, le bras est écarté, donc l'amplitude du bras est présente. Et ça implique que s'il y a contact entre le bras et le ballon, ça devient fautif. Si le bras avait été dans une position naturelle, sans créer un mouvement supplémentaire, là, la faute de main n'aurait pas été sanctionnée. Ok. La deuxième phase, là aussi, il y a une possible faute de main de Steven Alzate à le 1-2, le premier but du Standard. Pas tout à fait clair sur les images pour nous. Non, j'ai revu les images diffusées par Eleven. C'est vrai que les images que l'on propose aux téléspectateurs ne sont pas les plus claires. Néanmoins, il y a une image prise derrière le goal qui montre clairement que le ballon n'est pas entré en contact avec le bras de l'attaquant, mais avec le ventre. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de contact, on ne peut pas sanctionner une faute de main. Et il faut aussi rappeler que si le ballon entre en contact avec le bras de l'attaquant avant qu'il ne marque, que ce soit volontaire ou involontaire, ou fautif ou non fautif, ou position naturelle ou non, le but sera toujours annulé. Parce qu'on ne peut pas avoir un contact, simplement contact avec le bras avant un but. Marque. Exactement. Mais dans ce cas-là, il n'y avait pas de faute de main. Il n'y avait pas de contact, non. L'impression, on peut donner que, mais les faits démontrent qu'il n'y avait pas de contact. Ok, bon, c'est clair alors. Et une dernière phase, un penalty possible que l'entraîneur d'Anderlecht aussi a évoqué après le match, avec un accrochage entre Zinho van Heusden dans le rectangle avec Casper Dolberg. Oui, effectivement. J'ai eu une discussion d'ailleurs avec Brian Riemer après le match. Il est venu dans le vestiaire comme le protocole le permet. Donc on en a discuté. Il m'a demandé si j'avais vu la phase et si le VAR avait vérifié ce contact. Alors, pendant le match, moi je suis concentré sur le côté droit du terrain, là où l'action se dessine. Donc je dois ignorer les joueurs présents dans le grand rectangle puisque je suis concentré sur l'action de jeu en cours. Donc quand le ballon est centré, je me rends compte que Casper Dolberg est au sol. Donc j'informe le VAR que le joueur est au sol et qu'il faut bien entendu vérifier cette phase que je n'ai pas vue. Le VAR a vérifié cette phase et estimait qu'il n'y avait pas d'intervention nécessaire. Moi j'ai revu bien entendu les images et en toute honnêteté, j'aurais préféré que le VAR m'appelle à l'écran pour un missed incident, donc c'est-à-dire un événement que je n'ai pas vu et que je n'ai pas pu juger sur le terrain, pour que je puisse me faire ma propre idée de la situation et bien sûr juger penalty ou pas penalty. Alors les éléments pris en compte pour juger du penalty ou non sont assez multiples pour la phase, parce qu'effectivement on voit que Dolberg crée un contact également avec Van Heusden, mais lorsque moi j'analyse la phase et je vois le mouvement de Dolberg qui est plus un mouvement pour se libérer du marquage du joueur que pour créer une faute, et quand je vois l'attitude de Van Heusden qui néglige la phase, qui néglige le ballon et qui ne se concentre que sur l'attaquant avec ses deux bras,
Si j'avais eu l'opportunité d'aller voir les images à l'écran, j'aurais pris la décision de siffler penalty et de donner carton jaune pour Van Heusden pour attitude antisportive. Parce que parfois, on se demande pourquoi expliquer et avertir toujours les défenseurs avec un coup de coin, que vous faites beaucoup, hein, vous faites souvent ça, ou un coup franc, pour leur dire « attention, on vous regarde ». Et puis, ne sifflez pas les interventions. Mais bien sûr, mais le rôle de l'arbitre n'est pas uniquement de sanctionner, mais aussi d'agir par prévention, par précaution. Et donc l'objectif, nous, c'est de minimiser les décisions sur terrain par de la communication, par de l'anticipation. Après, les joueurs, ils acceptent ou ils n'acceptent pas de recevoir le message. Et quand le message n'est pas bien perçu, l'arbitre doit sanctionner, bien sûr. Et dans ce cas-ci, je n'ai pas eu l'opportunité de faire de la prévention non plus, puisque c'était une phase de jeu en cours. Donc oui, on essaye de minimiser au maximum les erreurs. Et donc, dans ce cas-ci, vu que c'est une phase où je n'ai pas eu l'opportunité d'aller discuter avec les joueurs, j'aurais préféré voir les images, clairement. Et donner un penalty. Ouais. Parce que le fautif, dans l'histoire, c'est le défenseur qui prend le risque de ceinturer l'attaquant. Ouais. Et l'attaquant, de ma vision, est plus là pour se dégager du marquage que de commettre une faute. Trouver l'espace. Ouais. Voilà. Très clair. Een grand merci, Jonathan, voor cette explication. En dank voor uw aandacht ook. Graag tot de volgende keer.